Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau d'Anonymal. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Bruno Cassette, sous-préfet d'Aix-en-Provence. Bonjour Monsieur Cassette. Bonjour Emeline. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à tous. Merci, et c'est un plaisir. Alors Monsieur Cassette, avant d'arriver dans notre région, vous avez travaillé pour le ministère des Affaires étrangères, pour la Commission européenne, pour la région Basse-Normandie et pour la métropole lilloise. Et donc après plusieurs années passées dans le nord de la France, est-ce que vous pouvez nous dire comment et pourquoi vous êtes arrivé chez nous ? Alors en fait, j'ai pas choisi du tout. Donc je suis très à l'aise pour vous répondre. C'est que c'est pas un choix dans la mission du corps préfectoral. Nous sommes nommés par officiellement le président de la République, mais nous sommes proposés par le ministère de l'Intérieur, et donc c'est le ministère de l'Intérieur qui choisit les postes sur lesquels nous sommes nommés. Et donc effectivement, avant d'arriver ici, j'avais fait un petit pas de côté pour aller travailler dans ma région d'origine, puisque je suis un ch'ti, et donc j'ai eu cette opportunité très belle de diriger les services de la métropole européenne de Lille. Et au bout des 6 ans et demi, j'ai souhaité reprendre, on va dire, un parcours plus classique, et donc revenir au ministère de l'Intérieur. Et donc c'est le ministère de l'Intérieur qui m'a proposé comme sous-préfet de l'arrondissement d'Aix-en-Provence. Et j'ai eu la chance de bénéficier de la confiance du président de la République, puisque c'est lui l'autorité qui nous nomme. Voilà. Donc j'ai pas choisi, mais autant vous dire que je suis très heureux d'être à Aix-en-Provence. Et vous avez pris vos fonctions en janvier 2021. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur ces 2 années et quels sont les moments en particulier qui vous ont peut-être marqué ? D'abord, ces 2 années, je ne les ai pas vues passer, ce qui prouve qu'il y a beaucoup à faire et qu'on est aussi très sollicité. Ça a été 2 années extrêmement riches, d'abord de rencontres avec des personnes absolument incroyables dans des domaines extrêmement différents, que ce soit dans le domaine économique, culturel, social, sportif, qui font la diversité, et puis je pourrais citer aussi les agriculteurs, qui font la diversité de ce territoire. Et ce qui a été évidemment pour moi quelque chose de très fort, c'est d'aller à la rencontre de toutes ces personnes et de voir les projets qu'ils portaient et la manière dont ils s'engageaient en fait au service des autres d'une part et du rayonnement de ce territoire. D'une certaine manière, nous sommes ici dans un bel endroit aussi qui traduit ça, c'est-à-dire Anonymal TV avec des personnes qui se sont engagées sur ce projet à la fois évidemment culturel, social, médiatique et de relations de solidarité. Et de voir effectivement ce que ces acteurs-là ont été capables de faire en plusieurs années. Donc ça a été d'abord des rencontres, des projets, et puis évidemment la confrontation avec les enjeux du territoire. C'est d'abord un territoire qui a une vraie dimension économique, mais aussi industrielle et commerciale. Et donc évidemment, une des premières préoccupations, c'était d'être aux côtés des acteurs économiques pour, quand je suis arrivé, continuer à gérer les conséquences de la crise du Covid. L'année 2021 était encore une année très impactante sur nos activités à cause de l'épidémie. Il faut se rappeler que quasiment jusqu'au mois de mai 2021, l'ensemble des restaurants, cafés, hôtels étaient fermés. On oublie vite, mais donc c'était un vrai enjeu de préparer la saison culturelle. Nous sommes sur un territoire dans lequel il y a beaucoup d'activités culturelles. Et puis ensuite d'accompagner les acteurs économiques, les acteurs sociaux dans la reprise, on va dire, d'une vie à peu près normale. Voilà. Donc ça a été 2 années, et ça l'est toujours d'ailleurs, très, très dense, avec l'idée d'accompagner les acteurs économiques, d'accompagner les acteurs culturels, les acteurs du tourisme, les acteurs sociaux, pour faire en sorte que chacun puisse avancer dans ses projets. Et c'est, je crois, le rôle du représentant de l'État que je suis sur l'arrondissement, évidemment sous l'autorité du préfet de département et de région, Christophe Mirvan. Et vous aviez dit au début de quand vous avez été investi, que ce territoire-là, il était intéressant parce qu'il condensait des enjeux qui s'appliquent dans le territoire entier, que ce soit des enjeux environnementaux avec la Sainte-Victoire, que vous avez un projet de préservation de la Sainte-Victoire, culturel, vous en avez parlé, aussi avec la base militaire de Salon, etc. Donc c'était un territoire qui était très riche à appréhender. Et est-ce que vous avez un exemple peut-être particulier, d'un souvenir particulier de ces 2 ans qui témoigne un peu de ça ?
Il y en a effectivement beaucoup, hein, compte tenu de l'intensité des acteurs. Dans les grands enjeux, vous avez raison. Effectivement, moi, j'ai été très marqué du fait que sur cet arrondissement, hein, qui réunit le pays d'Aix et le pays salonnais, donc tout ça fait 48 communes, donc on a un joli territoire. On a effectivement ici un concentré de quasiment tous les enjeux nationaux. Et parmi ces enjeux, il y a évidemment la transition énergétique, qui est évidemment quelque chose d'actualité compte tenu de la crise, mais qui globalement nous préoccupait déjà. La transition énergétique, c'est un des aspects de la transition écologique, au fond. Et moi, ce qui m'avait frappé en arrivant, c'est que sur la vallée de l'Arc, pour ceux qui connaissent bien la géographie du territoire, entre la centrale thermique de Gardanne, qui s'appelle la centrale thermique de Provence, qui se trouve sur les communes de Gardanne et Méreuil, jusqu'au projet ITER qui se trouve à Saint-Paul et Durance, en fait, on a entre ces deux extrémités, finalement, tout l'enjeu de l'avenir énergétique du pays. La centrale thermique de Gardanne, ça a été d'abord une centrale à charbon, avec une partie de notre histoire industrielle, dans une commune, notamment Gardanne, qui était une commune minière. Et effectivement, on est arrivé à la conséquence, sur la base de la décision du président de la République, d'arrêter les centrales à charbon parce qu'elles étaient aussi extrêmement polluantes. Et donc c'était d'une certaine manière, on tournait la page d'une histoire industrielle pour en ouvrir une autre. Et donc un des choses qui m'a marqué évidemment, c'est la rencontre avec l'industriel Gazelle Énergie qui a son projet de développement industriel, mais aussi la rencontre avec les salariés et leurs représentants syndicaux, et notamment de la CGT, qui avait le souci aussi de réussir une transition sociale, à la fois pour les salariés qui étaient encore dans l'entreprise et ceux qui malheureusement avaient été licenciés par l'arrêt du charbon, pour se projeter dans une nouvelle façon de produire de l'énergie, notamment autour de la biomasse, mais aussi peut-être d'autres solutions énergétiques, par exemple l'hydrogène. Et puis, dans cette même énergie, si je puis dire, dans ce même mouvement, d'avoir ici sur le territoire le plus grand projet de recherche au monde sur la partie de la fusion thermonucléaire autour du projet d'ITER, qui est la construction d'une sorte de grosse cocotte minute qui a vocation aussi à produire de l'énergie sans risque pour l'avenir. Donc c'est un projet à 30 ans en fait, mais c'est un vrai projet de recherche. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable d'avoir sur le même territoire finalement deux éléments de cette histoire qui est en train de s'écrire sous nos yeux. Et tout à l'heure, vous parliez du préfet. Vous êtes sous-préfet. Comment vous expliqueriez le rôle d'un sous-préfet du coup, et vous, quand vous êtes arrivé, quelles étaient vos premières missions, vos premiers chantiers entre guillemets auxquels vous deviez vous atteler? Bon, d'abord, il y a une chose qui est très simple, c'est effectivement le représentant du gouvernement et de l'État dans le département, c'est le préfet du département, et il a à ses côtés, pour l'accompagner, si je puis dire, dans cette mission, un certain nombre, en effet, de sous-préfets qui ont des missions différentes, que ce soit son directeur ou sa directrice de cabinet qui gère les sujets de la sécurité, en tout cas des enjeux relatifs, par exemple, au risque incendie, mais aussi des sous-préfets qui se répartissent sur le territoire pour le seconder dans sa mission. Et d'une certaine manière, le sous-préfet d'Aix-en-Provence, il est un des collaborateurs du préfet et qui est au plus près du territoire. J'ai envie de dire, je représente ce qu'on appelle le premier kilomètre. Voilà, le premier kilomètre entre là où habitent les gens et l'ensemble des services de l'État. Et donc, naturellement, mon premier rôle, c'est de seconder le préfet, c'est-à-dire d'être son meilleur représentant, si je puis dire, sur le territoire, pour lui apporter les informations dont il a besoin pour pouvoir mener sa fonction, mais aussi pour mettre en œuvre les instructions qu'il me donne, voilà, en tant que préfet de département. Quand je suis arrivé, en fait, les enjeux, ils étaient évidemment ceux du territoire, c'est-à-dire les préoccupations que j'avais reçues comme feuille de route, c'était les enjeux, comme on l'évoquait, les enjeux économiques, donc industriels, mais aussi commerciaux, la question de l'avenir, l'évolution et l'avenir de la zone de plan de campagne, qui est la plus grande zone d'activité commerciale en Europe aujourd'hui, avec 350 000 mètres carrés de surface de vente. Et ceux qui connaissent plan de campagne savent évidemment l'importance de cette zone, qui emploie 7 000 personnes tous les jours, voilà, et qui effectivement fait le bonheur d'une grande partie de nos concitoyens qui vont faire des courses là-bas.
Les enjeux aussi, les enjeux culturels, évidemment, d'accompagner les acteurs culturels, comme je le dis, dans une période qui était marquée par le Covid. Et puis les enjeux aussi écologiques, l'avenir du site Concors-Sainte-Victoire, du grand site Concors-Sainte-Victoire, voilà, qui est aussi un des enjeux de préservation de l'écologie sur le territoire, avec en son sein une réserve naturelle qui est le plus grand site, un des plus grands sites paléontologiques du monde. S'il y avait un Jurassic Park, si je puis dire, à créer dans le monde, en fait, il serait là parce que c'est la plus grosse concentration d'œufs de dinosaures, ce qui donne donc un bon repère sur le fait qu'il y avait beaucoup de dinosaures qui occupaient ce territoire. Et donc voilà, voilà quelques exemples de ce qui était aussi, à mon arrivée, un peu la feuille de route, les enjeux économiques, industriels, commerciaux, les enjeux culturels, les enjeux du tourisme et les enjeux de l'écologie. Et finalement, cette feuille de route du premier jour, elle s'est confirmée avec le temps et elle s'est même renforcée avec le temps. Et justement, vous, est-ce que vous avez un ou plusieurs, on va dire plusieurs, peut-être ce sera plus simple pour vous, des sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur et sur lesquels vous avez vraiment conviction à vous... En fait, la mission que nous avons, je dis nous au titre des collègues qui s'investissent sur les territoires de France, en fait, hein, c'est de personnifier un État partenaire, c'est-à-dire d'un État qui a vocation à favoriser la liberté d'agir, la liberté d'entreprendre, la liberté de porter des projets, la liberté aussi de s'exprimer. Et donc, on est aussi les garants d'accompagner les acteurs sur ces questions. Et moi, ici, parmi les choses qui m'ont le plus peut-être marqué, c'est par exemple le fait de pouvoir accompagner les acteurs culturels, les grands acteurs culturels du territoire, pour leur permettre de mieux travailler ensemble. C'est-à-dire de se mettre autour d'une table, de réfléchir ensemble sur les enjeux qui étaient les leurs, et de voir naître petit à petit une démarche collective d'acteurs qui jusqu'à présent se croisaient plus qu'ils ne se voyaient d'une certaine manière. Et ça, c'est un vrai bel exemple de satisfaction. De voir par exemple aussi l'ensemble des maires, des 17 maires qui entourent, qui font la Sainte-Victoire, le site Concors-Sainte-Victoire, travailler ensemble au sens de, ils le faisaient déjà évidemment, mais d'aller un peu plus loin en écrivant d'une certaine manière leur vision de la Sainte-Victoire pour l'avenir. Et ça aussi, c'est une vraie satisfaction de voir finalement se traduire des actions, des réflexions communes qui nous permettront d'éclairer la manière dont on travaillera ensemble demain. Voilà, et évidemment, comme on l'a évoqué, on est sur un territoire qui a plein de pépites, c'est-à-dire que entre l'offre culturelle qui est assez incroyable, la diversité, la qualité de vie, avec évidemment une météo qui est une des plus agréables de France, avec cette qualité de vie, des terrasses, des restaurants, de pouvoir faire en sorte que cette vie-là, elle puisse être fonctionnée du mieux possible. Le fait de pouvoir aussi avoir des spectacles et du sport qui nous permettent aussi de vibrer ensemble, bien évidemment d'accompagner les entreprises pour le développement de l'emploi, ouvrir des nouvelles zones pour permettre d'accueillir ces entreprises qui cherchent aujourd'hui, pour certaines, à s'agrandir et donc continuer à offrir de l'emploi et donc de la croissance. Tous ces projets-là sont des projets passionnants avec des très belles choses dans quasiment tous les domaines. En fonction des secteurs d'activité, nous avons nous avons des acteurs qui sont tout à fait passionnants et qui ouvrent des opportunités très très fortes. Je pourrais citer par exemple dans le domaine culturel la compagnie Grenade. Josette Baïs, qui depuis 30 ans est sur Aix, offre chaque année des spectacles en étant une des rares compagnies qui organise chaque année des spectacles pour des jeunes de 8 à 18 ans, dont une partie d'entre eux viennent des quartiers nord de Marseille. Et donc pendant toute l'année, ils travaillent ensemble comme des semi-professionnels. Et chaque année, elle propose des spectacles absolument fantastiques pour les petits et les grands, qui nous donnent, en tant que spectateurs, une énergie incroyable. Voilà, ça c'est le genre de pépites qu'on rencontre. Dans un autre domaine, si je prends l'exemple de la société Crosscall, par exemple, qui est une société qui fabrique des téléphones et des smartphones à Aix-en-Provence. Aujourd'hui, la société Crosscall, c'est une société qui a cette particularité d'offrir des smartphones qui résistent. Ils peuvent tomber dans l'eau, tomber par terre. Enfin, c'est des choses je caricature évidemment parce que c'est plus que ça, mais c'est des produits qui sont reconnus dans le monde entier pour ça.
La société, elle est à Aix-en-Provence, et aujourd'hui, c'est une société qui délivre les téléphones des policiers et des gendarmes, des contrôleurs de la SNCF. Enfin voilà, c'est une société qui connaît un succès incroyable et qui est pourtant méconnue. Et vous voyez, donc, et comme ça, on pourrait continuer à donner des exemples de pépites. Le Pays d'Aix Natation, qui est un club que beaucoup de gens connaissent, qui est le plus grand club en nombre d'adhérents, 1800, le plus grand club en nombre d'adhérents de la métropole. Et il est ici aussi à Aix-en-Provence. Donc voilà, autant d'exemples, d'endroits, de choses absolument magnifiques que nous avons sur ce territoire. Je pourrais aussi parler des viticulteurs, des vignerons, du rosé de la Provence. Voilà, nous avons cette richesse. On pourrait parler des calissons et autres produits du terroir, avec évidemment les amandes, qui offrent effectivement à notre quotidien une vraie douceur de vivre, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas remonter nos manches pour relever les défis aujourd'hui comment dirais-je, des enjeux à la fois économiques, énergétiques, du développement durable et puis évidemment de la solidarité qui doit nous animer tous les jours. Et pour continuer sur ce que vous dites, c'est vrai que depuis votre arrivée, on a remarqué plusieurs actions un peu fédératrices. Vous avez à cœur de créer du lien aussi avec les maires, avec les élus locaux pour créer du lien aussi avec les citoyens. Et aussi, vous avez mis en place l'étiquette ambassadeur de Provence pour recenser des acteurs du territoire qui permettent son rayonnement. Donc, en fait, au vu de ce que vous venez de me dire et de ce qu'on sait déjà de vous, c'est que votre mission, peut-être votre ligne conductrice, c'est justement de créer du lien sur le territoire. Absolument. Quand je disais être à l'image d'un État partenaire, c'est vraiment ça. Partenaire, c'est par définition, c'est de considérer que ce qu'on partage est plus important que ce que nous sommes. Donc le fait d'être ensemble, le fait de travailler de manière collective apporte évidemment une richesse. C'est probablement d'ailleurs aussi ce qui fait la force d'Animal TV, c'est-à-dire de s'ouvrir sur l'extérieur et de créer du lien. Donc je me retrouve tout à fait dans les valeurs qui sont les vôtres et l'action qui est la vôtre. Oui, d'une certaine manière, ce que j'ai constaté en arrivant ici, c'est que une grande partie des acteurs, je vous le disais tout à l'heure, se croisaient plus qu'ils ne se voyaient. C'est-à-dire qu'on a des forces vives très puissantes. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de la culture, mais je pourrais le prendre dans d'autres exemples, où il n'y avait pas forcément les espaces pour pouvoir se voir régulièrement et commencer à réfléchir à des projets qu'on pourrait faire ensemble. Et c'est pour ça que j'ai considéré, évidemment, en échangeant évidemment avec le préfet, que peut-être une partie de mon action pourrait être justement de renforcer ces liens. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés. C'est une initiative des services de l'État, et en particulier de la sous-préfecture d'Aix-en-Provence, d'avoir créé effectivement un réseau qui s'appelle Ambassadeurs de Provence. Ce réseau, en fait, il réunit tous les acteurs qui habitent sur ce territoire de l'arrondissement d'Aix-en-Provence et qui contribuent à son rayonnement et à son attractivité au-delà des frontières du département des Bouches-du-Rhône et qui fait finalement à la fois notre richesse locale, mais aussi notre visibilité à l'international, au niveau national et international. Et donc ce réseau, qui s'appelle Ambassadeurs de Provence, réunit tous ceux qui, dans chacun de leurs domaines, que ce soit la santé, la justice, la défense, l'économie, la culture, le sport, l'action sociale, la solidarité, mais aussi la gastronomie, puisqu'on a quelques grands chefs, les produits locaux, tout ça, tous ces acteurs-là ont vocation à se réunir de temps en temps, et avec un objectif très simple que je résume par cette phrase, c'est vivre ensemble, travailler ensemble et grandir ensemble. Et donc l'objectif de ces rencontres, c'est de permettre aux gens de se rencontrer, et d'imaginer des projets à conduire ensemble, et soit dans son secteur, parce que finalement dans le secteur tout le monde ne se connaît pas forcément très bien, mais encore plus intéressant d'aller créer des passerelles avec d'autres secteurs pour construire d'autres projets. Voilà. Et c'est comme ça que un certain nombre de projets sont en train de naître par le fait que des gens commencent à discuter, à travailler ensemble, alors qu'ils ne se connaissaient pas nécessairement jusqu'à présent. Vous avez des exemples peut-être d'acteurs qui font partie de Ambassadeurs de Provence, justement? Parce qu'il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a plus de 300, c'est ça, il me semble? Absolument. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 300 personnes qui ont été identifiées, qui représentent leurs institutions. Et puis au milieu de ça, on a quelques, entre guillemets, j'ai envie de dire quelques vedettes, c'est-à-dire d'acteurs qui sont connus à la télévision, au cinéma, ou parce qu'ils ont une carrière professionnelle
visibles. Je vais prendre l'exemple de Arnaud Clément, qui est un ancien joueur de tennis professionnel, qui a été le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Je pourrais citer Éric Antoine, que tout le monde connaît, vu évidemment, comment dirais-je, son implication d'abord dans le domaine de la magie, puisque c'est comme ça qu'il s'est fait connaître, mais aussi comme animateur à la télévision. Ce sont des personnes qui vivent sur le territoire et qui acceptent, et ça c'est évidemment une vraie satisfaction pour ceux qui en bénéficient, qui acceptent, et je veux les remercier, de consacrer du temps évidemment aussi à ce territoire qui est le leur ou qui les a accueillis comme étant effectivement des contributeurs aussi de ces liens. Voilà. Quelques exemples. Par exemple, le fait que dans le domaine de la santé, le centre hospitalier d'Aix-en-Provence a commencé à faire naître un certain nombre de projets autour de ce qu'il est en tant que centre hospitalier. Par exemple, c'est d'avoir mis en place, et certains l'ont déjà pratiqué, un centre de soins non programmé qui permet d'accueillir nous tous quand on a des petits bobos, si je puis dire, sans avoir nécessairement à passer du temps, et parfois beaucoup de temps. Les urgences sont très sollicitées, et de pouvoir régler un certain nombre de situations un peu, pas forcément d'urgence, mais compliquées, avec une sorte d'endroit, on va dire, prépositionné, pour pouvoir justement décharger une partie des urgences consacrées aux cas les plus graves. Et donc cette initiative-là, elle est un peu née de ces partenariats. De la même manière, le centre hospitalier a travaillé avec une entreprise qui s'appelle HumanFab, qui est une entreprise qui existe à Aix-en-Provence et dont la mission, le projet initial, porté par Jean-Bernard Fabre, son PDG, était de réfléchir à comment on adapte les entraînements, comment on adapte tout l'environnement d'un athlète pour lui permettre de mieux récupérer quand il s'est blessé. Et donc aujourd'hui, ils ont mis en place non seulement ces protocoles de soins, mais aussi de faire en sorte que quand quelqu'un, un sportif de haut niveau va bien, comment améliorer ses performances. Et on voit bien qu'il y avait, sans pour autant d'être dans le même univers, il y avait des frontières possibles. Et donc, le centre hospitalier et HumanFab ont décidé de réfléchir à travailler ensemble pour partager leur savoir, leur technologie, leurs collaborateurs, leurs médecins, leurs chercheurs, pour améliorer l'offre de soins, par exemple, sur le territoire. Ça, c'est un bel exemple. Deuxième exemple, Éric Antoine a porté le projet d'avoir ici sur le territoire un grand festival de l'humour en France. Les grands festivals de l'humour aujourd'hui sont partout sauf en France. On connaît le Marrakech du Rire, on connaît le festival de Montreux, il y a aussi un festival au Canada, au Québec, mais on n'a pas de grand festival en France. Et donc, dans la dynamique des ambassadeurs, est né ce projet de pouvoir faire un grand festival de l'humour ici sur le territoire, et on y travaille. Et ainsi de suite, on a comme ça des choses qui se rapprochent et des dynamiques nouvelles pour travailler sur des thématiques. Je vais prendre un dernier exemple. Derrière Sciences Po Aix, donc l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, la volonté de faire en sorte que sur notre territoire, on ait une des formations les plus exigeantes et les plus performantes sur la question du renseignement. Beaucoup d'entre nous ont pu voir un certain nombre de films ou de séries sur la question du renseignement, et donc il y a cette idée que peut-être nous avons une opportunité avec déjà ce qui existe sur le territoire entre l'université et les écoles de la défense, comme l'école de l'air et de l'espace qui se trouve à Aix-en-Provence, et bien de réfléchir à pouvoir offrir une des meilleures formations en France sur la question du renseignement. Voilà quelques exemples dans des domaines très différents qui pourraient apporter une vraie valeur ajoutée sur notre territoire. Et tout à l'heure, vous parliez du lien en fait du territoire, enfin de chaque territoire avec le pays entier. Et dans cette lignée-là, dans un entretien que vous avez accordé à la Provence en octobre 2022, vous avez évoqué le rôle des représentants locaux de l'État dans certains contextes sociaux tendus. Et à ce moment-là, le pays il était principalement marqué par des grèves et par des pénuries de carburant. Et à cette occasion, vous avez déclaré, je vous cite, « Notre rôle, c'est l'anticipation ». Et du coup, aujourd'hui, on est en début d'année 2023. Comment vous anticipez justement les défis qui se
s'annonce pour cette année 2023. Bon, en tout cas, bravo parce que vous avez préparé cette interview avec beaucoup d'attention. Je suis presque surpris et touché de voir que vous avez passé un peu de temps pour lire ce que j'ai pu dire à d'autres occasions d'interview. Oui, effectivement, notre rôle, c'est quand même d'avoir toujours un petit regard sur la ligne d'horizon. En clair, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui doit se préparer. Dans l'anticipation, il y a des choses qui sont saisonnières, c'est-à-dire qui reviennent de manière régulière, annuelle, et sur lesquelles nous avons besoin de vérifier que nous sommes prêts. Je vais prendre le premier exemple, c'est l'organisation des grands événements. Nous allons bientôt arriver au Festival de Pâques. L'organisation du Festival de Pâques qui nécessite d'accompagner Dominique Bluzet et ses équipes du festival pour faire en sorte que l'ensemble du festival se passe dans de bonnes conditions en termes d'organisation, mais aussi en termes de sécurité pour les gens. Et ça, c'est évidemment important parce que c'est la qualité de l'accueil des spectateurs dans ces environnements-là. Ce sont plutôt des événements qui se passent bien, mais il faut se rappeler que quand il y a eu la période Covid, la question de comment on accueille des gens. En 2021, le festival avait fait quelque chose d'assez extraordinaire, c'est d'être passé totalement digital. Mais l'année dernière, s'est posé la question de comment bien gérer ce festival alors qu'on avait encore des incertitudes avec le virus. C'est évidemment donc préparer la grande saison estivale avec les grands événements, les rencontres économiques du Cercle des économistes d'Aix-en-Provence, le Festival international d'art lyrique, le Festival international de piano. Donc ce sont des événements annuels avec lesquels nous dialoguons pour organiser ces événements. Mais nous allons avoir une particularité, c'est qu'en 2023, nous allons avoir la Coupe du Monde de rugby en France et nous aurons quelques équipes nationales qui viendront s'entraîner sur Aix-en-Provence. Et donc à partir du mois de septembre. Et donc nous sommes en train de préparer l'accueil de ces équipes nationales pour qu'elles puissent s'entraîner dans de bonnes conditions et qu'elles soient tout à fait à leur aise. Et c'est aussi notre responsabilité de les accueillir pendant la Coupe du Monde. Nous avons aussi évidemment accompagné les bars, cafés, restaurants, hôtels pour bien préparer aussi la saison touristique. Par exemple, comment aider ces acteurs à pouvoir recruter alors qu'ils ont connu, notamment l'année dernière, des difficultés de recrutement et donc n'ont pas pu travailler aussi bien qu'ils l'auraient voulu. Voilà, ça c'est des exemples. Il y a aussi bien sûr l'accompagnement dans un certain nombre de dossiers économiques ou sociaux, de faire en sorte, nous travaillons, le préfet évidemment au premier titre, sur la question, je parlais tout à l'heure de la transition sociale sur la centrale thermique de Provence, pour faire en sorte de réussir la transition sociale. C'est évidemment un sujet sur lequel on est très engagé et qui contribue aussi à ce travail d'anticipation pour éviter des difficultés pour les salariés et évidemment pour le contexte social de la commune et du territoire. Donc c'est toujours d'avoir un regard sur la manière dont le calendrier se déploie et les événements qui s'inscrivent, et en même temps de savoir gérer parfois des moments de crise, alors plus ou moins importantes, mais sur lesquels on a besoin d'être présent. Et effectivement, nous avons eu quelques exemples. Nous sommes en train de travailler, d'accompagner aussi cette période où le gouvernement a souhaité réformer les retraites et de pouvoir permettre effectivement à la fois l'expression de tous, et tout ça est parfaitement légitime, le droit de grève est un droit constitutionnel, mais en même temps tout en respectant un certain nombre de cadres. Et aujourd'hui, c'est être heureux parce qu'il y a un vrai esprit de responsabilité, mais de trouver toujours cet équilibre entre permettre à des gens qui souhaitent continuer à travailler de pouvoir le faire, à la société globalement de pouvoir continuer à étudier, travailler ou avoir des activités de loisirs, tout en permettant aussi à ceux qui souhaitent revendiquer de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Ça aussi, ça fait partie de nos métiers, et donc de pouvoir anticiper ce qui peut se passer demain en fonction des évolutions de la revendication. Oui, en fait, cette anticipation-là, vous venez de le dire, elle passe par cet exercice un peu toujours de trouver un bon équilibre, de jongler un peu entre deux aspects. Absolument. L'idée, c'est d'abord de faire en sorte, comme je l'ai dit tout à l'heure, que
nous sommes les garants aussi d'une forme de liberté. Notre pays est connu pour être le pays des libertés. La liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir. Ces libertés-là, elles sont fondamentales et elles fondent finalement notre République, mais j'ai envie de dire aussi notre civilisation, notre histoire de France. Donc notre rôle, c'est d'abord de permettre à tout un chacun de faire ce qu'il a envie de faire, dans le respect évidemment des lois de la République, dans le respect des autres, mais c'est un élément important. Et donc souvent, en fonction des sujets, il est rare qu'on ait une unanimité, et donc il y a souvent plusieurs avis, plusieurs composantes, et aujourd'hui les choses sont parfois de plus en plus marquées. Quand on a des projets, quand un maire veut construire, il répond parfois à des attentes, notamment sur la construction de logements, mais il peut être confronté aussi à des personnes qui considèrent qu'on est en train de dénaturer aussi un paysage, un quartier, un environnement, et donc aussi faire droit à cette forme de contestation qui doit aussi répondre à un certain nombre de règles de la vie sociale et de la réglementation. Donc oui, nous sommes souvent des producteurs de consensus d'une certaine manière, de trouver des solutions. Je prends un exemple qui me vient en tête parce qu'il a été aussi très marquant sur, par exemple, la gestion de l'aérodrome d'Aix-les-Milles. Un aérodrome qui est en activité, donc qui accueille des écoles de pilotage, qui accueille des entreprises, qui accueille des compagnies de transport. Et l'idée, c'est de faire en sorte que cette activité aérienne, il y a aussi du parachutisme, il y a aussi de l'hélicoptère, qui peuvent être aussi des sources de nuisances pour les riverains, mérite d'être aussi regardé de près pour trouver là aussi une forme d'équilibre, pour respecter évidemment la tranquillité des riverains. Eux, ils y vivent matin, midi, soir et nuit, et ils doivent être entendus, et en même temps, si je puis dire, de permettre à une activité économique et de loisirs de se développer. En faisant ce travail, nous avons réussi à signer une feuille de route, tous les partis concernés, y compris la ville d'Aix-en-Provence, puisque l'aérodrome est sur la ville d'Aix-en-Provence, pour trouver un plan d'action dans lequel on se retrouvait tous. Voilà. Et en fait, vous le disiez, non seulement on doit trouver un équilibre, mais surtout, je crois, la partie la plus passionnante de cette mission, c'est non seulement derrière cet équilibre, c'est de continuer à avancer ensemble. Donc c'est pas simplement de se dire, on s'est réunis, on s'est écoutés, on s'est compris, on a le droit de ne pas être d'accord, mais on peut se comprendre. Mais au-delà de ça, c'est de mettre en route quelque chose qui va faire qu'on va continuer à avancer ensemble. Et notre travail, c'est de faire en sorte justement que chacun puisse se comprendre, mais aussi de décider de faire le pas collectif, le pas ensemble, qui va faire que demain soit dans une dynamique qui soit plus agréable à construire que ce qu'on trouvait à notre arrivée. Et c'est ça aussi une partie de notre métier, de cet état partenaire, de créer des partenariats qui vont faire que tout d'un coup, les choses vont prendre une autre dynamique. Et cette solidarité-là dont vous parlez, elle concerne aussi les acteurs du territoire. Tout à l'heure, vous parliez d'Anonymal et du fait que c'était des valeurs qui vous parlaient. Nous, Anonymal, on est une association qui mène de nombreuses actions sur le territoire d'Aix. On a une web TV citoyenne et participative. On met en place des actions en matière de médiation numérique. On a aussi le projet Tige pédagogique qui est soutenu par le SPIP et par le Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Et on est également investi dans des projets de valorisation des politiques publiques comme les cités éducatives ou le plan de lutte contre les discriminations de la métropole Aix-Marseille-Provence que vous soutenez aussi. Vous, en tant que sous-préfet, quel regard vous portez sur ces actions qui sont menées par Anonymal et pourquoi c'est important aussi que des acteurs locaux comme ça, qui sont ancrés sur le territoire, ils portent ce type de projet-là? Écoutez, moi, très simplement, Anonymal TV, c'est une très belle aventure. On se voit aujourd'hui, mais je suis venu ici plusieurs fois déjà pour discuter avec les équipes parce que je trouvais que, comme on l'évoquait tout à l'heure, cette volonté aussi de créer du lien, c'est-à-dire de permettre à chacun de s'exprimer. Et je crois que c'est extrêmement important d'avoir, je pense que c'est aussi un des atouts des outils de communication que nous avons désormais à notre portée, c'est de permettre aussi à des voix de se faire entendre, à des initiatives d'être visibles. Et je pense que c'est important, comme vous le faites très bien, d'aller porter des regards et de mettre en lumière un certain nombre d'initiatives, d'actions, de personnes.
Et moi, je trouvais que c'était d'abord ça extrêmement salutaire parce que ça permettait de montrer que les territoires, la diversité, les quartiers, les associations produisaient des choses absolument incroyables et que souvent on les méconnaissait. Et parce qu'on les méconnaissait, finalement, on n'arrivait pas aussi à les valoriser et à les utiliser. Et donc, je pense que ce que vous faites est quelque chose d'extrêmement important. C'est là où on se retrouve dans la volonté de mettre en lumière des choses et de créer du lien. La deuxième chose, c'est que je trouve que ici, il y a une vraie culture qui est de faire rentrer, d'une certaine manière, la société dans nos maisons, dans nos bureaux, grâce justement aussi à cette web TV. Et moi, je dis souvent à mes équipes que notre mission, c'est de faire rentrer aussi la société dans nos murs. C'est-à-dire de ne pas rester dans une logique strictement professionnelle, et en l'occurrence pour nous administrative, mais de comprendre ce que nos concitoyens ont besoin et comment on peut apporter une vraie valeur ajoutée par rapport à ce qu'ils attendent de nous. Et donc ce dialogue-là, il est extrêmement important. C'est parfois un dialogue qui est critique, et il ne faut pas l'écarter. Je ne prétends pas que nous fassions tout bien, au contraire, nous sommes parfois largement critiquables, mais le fait de s'ouvrir à ce regard-là nous permet d'apporter une meilleure réponse et donc de s'améliorer. Je pense qu'ici, c'est un lieu de rencontre. Et je dois dire que de ce point de vue-là, je me suis tout de suite trouvé très bien dans le dialogue que j'ai eu avec votre directeur et puis les personnes qui sont aujourd'hui salariées de la structure. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous parliez tout à l'heure du fonds de mobilisation, le FIPDR, de fonds de prévention d'un certain nombre effectivement de domaines. En fait, nous sommes d'une certaine manière, à travers ce financement, à la confirmation du soutien qu'on veut vous apporter, donc de la reconnaissance de l'action que vous menez. Moi, je crois que toutes ces ouvertures, elles sont extrêmement utiles et bienvenues, justement pour nous permettre de prendre conscience de la richesse de notre environnement. Moi, je crois que c'est par ce regard qu'on peut construire, ensuite, des échanges, des partenariats et des projets. Et donc c'est pour ça que je suis heureux d'avoir répondu à votre invitation ce soir, d'être là avec vous, pour aussi témoigner de la reconnaissance que j'ai du travail d'Anonymal TV, du travail des équipes, et aussi, parce que vous ne le dites pas suffisamment, qui est aussi ici un lieu incroyable de formation. Tous les gens qui passent ici sont accueillis, sont formés, et dans une perspective aussi de quitter le navire pour prendre leur envol et d'irriguer aussi le territoire à partir de ce qu'ils ont appris ici. Et je pense que ça, c'est quelque chose de merveilleux parce que quand on peut transmettre, évidemment, c'est une grande richesse. Très modestement, à notre petite échelle, c'est ce qu'on essaye aussi de faire à la sous-préfecture, d'accueillir des gens en stage, de leur faire découvrir l'environnement du public, de leur montrer tout ce qu'on fait, parce que souvent les gens sous-estiment tout le travail qui est fait par la cinquantaine d'agents qui travaillent à la sous-préfecture d'Aix-en-Provence et qui répondent tous les jours à des besoins aussi différents que les titres de séjour pour nos compatriotes étrangers, l'accompagnement des procédures réglementaires pour les entreprises, les besoins des communes et aussi le conseil juridique au maire du territoire, et ainsi de suite, évidemment, sur un certain nombre de sujets autour de l'organisation, comme je l'ai dit, l'accompagnement des grands événements, tous les sujets que nous traitons. J'en oublie évidemment, je pourrais parler évidemment du logement, qui sont aussi, puisque nous gérons une partie du contingent du logement social sur le territoire. La sous-préfecture d'Aix-en-Provence gère à peu près 7000 logements sur l'arrondissement, donc c'est pas rien. Tous ces sujets-là, toutes ces politiques que nous portons, pour faire en sorte de faire vivre aussi ce territoire et d'apporter notre modeste contribution à la vie collective. Donc c'est un territoire avec beaucoup de potentiel et des acteurs locaux qui ont du potentiel aussi. C'est ça, si on pouvait résumer. Mais absolument. Ici, c'est un oasis absolument incroyable parce que d'abord, comme je l'ai dit, on a une qualité de vie qui est juste exceptionnelle. Il n'y a qu'à voir la météo encore qu'on a alors qu'on n'est même pas sorti de l'hiver. Une qualité de vie et une douceur de vivre qui est extrêmement forte avec effectivement des vraies relations entre les personnes. Et en même temps qu'on a cette qualité de vie, des acteurs extrêmement engagés, des choses très belles, et avec évidemment la possibilité de pouvoir accéder à beaucoup de facilités, beaucoup de services, des emplois qui se développent. Et donc finalement, de pouvoir organiser ou mieux organiser tout ça pour qu'il soit au profit de tous. Parce qu'à partir du moment où on a cette richesse entre les mains, il faut naturellement que nous pensions à la solidarité. Il n'y a pas de solidarité sans la croissance et sans la richesse.
Mais si on n'y prête pas suffisamment attention, il peut y avoir des écarts qui sont préjudiciables pour nos concitoyens. Et notre rôle collectif, c'est de veiller à ça et de permettre à ce que chacun puisse profiter de la manière dont il souhaite, évidemment, toujours cet esprit de liberté, mais dans la manière dont il le souhaite, de pouvoir profiter aussi de cette magnifique dynamique collective. Le message est passé. Eh bien, écoutez, merci à vous Merci en tout cas, beaucoup. et encore bravo pour ce que vous faites. Merci, mais merci beaucoup à vous d'être venus et d'avoir répondu à nos questions, et au plaisir de vous recevoir de nouveau quand vous le voudrez. Merci à vous et bonne continuation. Merci à vous de nous avoir suivis, et puis à bientôt sur le plateau d'Anonymal.